Bien, bonjour à tous. Nous sommes de nouveau avec vous, avec Iman. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Dans un instant, nous allons recevoir Madame Gob, Véronique, de son prénom. Bonjour. Bonjour. Puisque la caravane des droits continue, ça roule. Exactement, tout à fait, ça roule. Teddy Pédissier sera aussi avec nous pour une manifestation qu'a faite là. Bon, non, mais pas loin, nous voici loin vraiment. Sylvie Ozy viendra comme chaque semaine pour sa chronique. Olivia Remontaro est aussi prévu. Et nous aurons, avant de terminer, Linda Gobindos et Thierry Jean-Charles. Voilà un petit peu le sommet, enfin la liste de nos invités. En ce qui concerne l'actualité, c'est Iman. Bonjour. Oui, au niveau de l'actualité, on va parler de l'élan de solidarité du Coreca en faveur de la Jamaïque suite à la tempête Mélissa. On parlera aussi du dossier tradition avec le cimetière et cette approche que nous avons aux Antilles pour célébrer nos ancêtres. Aussi, la culture indienne sera célébrée avec cet hommage rendu aux ancêtres aussi. Et on fera un regard artistique sur un vernissage de l'exposition Phototrace. Voilà pour l'actualité du jour. Ben, voilà, on va commencer tout de suite avec la Jamaïque. Oui, soutien Coreca donc à la Jamaïque suite à Mélissa qui a ravagé cette île sœur. Une aide humanitaire et logistique se met en place pour pouvoir venir en aide aux populations sinistrées et un élan de solidarité s'organise donc avec ce Coreca qui s'est réuni à la salle Georges Tarrer pour donner ses principaux objectifs. Il faut savoir que le Coreca a une longue expérience en matière d'intervention post-catastrophe dans les îles de la Caraïbe, donc que ce soit en matière d'urgence, donc tout ce qui va être ravitaillement, donc apport en eau, en vêtements, en denrées en nature, médicaments, mais également en matière de développement. Donc pour ces îles, donc la Cuba, Haïti et la Jamaïque, nous avons choisi d'opter pour l'option développement compte tenu de la distance qu'il y a entre ces îles et la Guadeloupe avec le coût du fret qui souvent va coûter trop cher. Donc on a des partenaires sur place dans ces 3 îles et donc nous avons choisi de faire confiance à nos partenaires et de développer des actions de réhabilitation d'écoles et de centres de soins. Donc, l'idée, alors, école, centre de soins, mais aussi la partie agriculture avec l'équipement d'associations paysannes, notamment la DPG, qui est notre partenaire de longue date basée en Haïti. Certains d'entre nous, on a vécu, Gilbert, en 88, on était petits, on a vécu un rappel, ça nous a marqué l'esprit. Mais quand on a vu ce que Mélissa a fait, c'est vraiment impressionnant. On ne peut pas ne pas avoir des larmes, hein, pour tout ce qui se passe. Mais on sait que nous avons un peuple qui est résilient, un peuple qui est fort, un peuple qui sait, comme on dit, bounce back. Donc, on tient. Puis, le passage de cyclone, j'ai eu mes cousins. Eux, ils vont bien. Eux, ils sont à l'est, ils n'ont pas été vraiment touchés par les vents, plutôt la pluie et tout ce qui suit. Mais ma mère, qui habite au nord, à côté de Montego Bay, elle habite à Trelawney, pour être précise, je n'ai pas de nouvelles directement d'elle. Quelqu'un m'a dit qu'elle va bien. Donc, ça me suit pour l'instant. Terrible, 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 terrible. Y Cuba, surtout qu'il a toujours un combat de survivre, de la situation. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va trouver une solution pour sortir vraiment de la situation. Mais de toute façon, je suis heureuse que la Guadeloupe, l'association de Coreca, toujours est en train de se mettre en diapason pour aider à tous les pays de la Caraïbe. Avec la situation qu'il y a dans mon pays, c'est dur. Nous sommes tous tristes parce qu'il y a des compatriotes qui n'ont pas de nouvelles de sa famille. Bon, heureusement, je suis à La Havane, mais il y a des compatriotes qui ne connaissent pas, n'ont rien de nouvelles de sa famille. Bon, pour nous, c'est très triste, surtout avec la situation qu'on passe. Voilà, une belle initiative du Coreca qui continue d'ailleurs, puisque la solidarité se manifeste un peu partout dans la Caraïbe pour la Jamaïque, pour
Haïti, qui a été très sévèrement touché comme d'habitude, et Cuba, j'aurai l'occasion d'y revenir. Je voulais dire, on reçoit Madame Véronique Gob, elle est sous-directrice de l'action sociale, elle était déjà venue ici pour la caravane des droits, et visiblement, la caravane continue. Absolument, bonjour. Donc effectivement, la caravane continue. Nous sommes à la 11e édition. Donc il va se tenir le mercredi 5 novembre à Gourbert cette fois-ci. Et c'est donc un événement en partenariat, en tout cas copiloté et cofinancé par le conseil départemental et par la préfecture région Guadeloupe. Donc, et un consortium de partenaires parmi lesquels la CAF, la Sécurité sociale, l'OFI, France Travail, la MDPH. Voilà, donc tous ces partenaires qui se réunissent pour permettre aux personnes les plus éloignées de leurs droits d'avoir un accès direct aux institutions, puisque c'est l'occasion pour les institutions de venir au-devant de leurs usagers, pour leur permettre de faire des demandes, de prendre des rendez-vous, d'étudier un dossier, une pièce manquante, une information à donner. Donc c'est l'occasion pour tous, notamment ceux qui n'ont pas l'occasion d'aller jusqu'aux institutions, de profiter de cette journée donc pour venir réclamer leurs droits, prendre des informations. Donc c'est l'objectif de cette journée, donc de cette 11e caravane des droits. Oui, et qui va commencer très tôt le matin. Absolument, toujours. On démarre dès 7h30, 8h pour recevoir un maximum de personnes. Donc, c'est effectivement, on a quand même un flux qui peut aller jusqu'à entre 400 et 500 personnes par caravane. C'est énorme. Et puis, ça veut dire que c'est un événement qui est attendu par le public. C'est un événement qui est aussi investi par le public, puisque les gens viennent en masse pour demander leurs droits. Mais vous faites ça à Gourbert, mais ça veut dire que ça concerne un petit peu le sud Basse-Terre ou uniquement Gourbert? Alors, effectivement, ça concerne Gourbert et ça concerne les communes aux alentours aussi, qui Basse-Terre, Vieux-Fort, toutes les communes aux alentours où les personnes peuvent venir directement sur place. Oui. Et donc, les gens viennent, parce que j'ai vu que la petite phrase que vous avez, c'est toujours pas paiement des droits. Absolument. Alors, quand ils arrivent, qu'est-ce qu'on leur propose? Quand ils arrivent, on leur propose déjà un accueil individuel pour qu'ils puissent exprimer leurs demandes. Une fois que la demande est exprimée, donc les institutions viennent équiper avec leurs outils, avec leurs fichiers, pour permettre d'être au plus près de la demande de la personne et aussi avoir une réponse qui puisse satisfaire. Si ce n'est pas le cas, les rendez-vous peuvent être pris aussi pour continuer l'examen de la situation de la personne directement dans l'institution ou sur un autre mode. J'ai bien envie de vous demander quand même quels sont les droits qui sont les plus fréquents en demande. Alors, en demande, de manière générale, sur les stands, visuellement, on se rend compte que les personnes vont beaucoup vers les stands de la CAF, oui, de la Caisse générale de sécurité sociale et de la MDPH. Oui. Alors, il faut savoir que ce n'est pas que ces institutions qui sont présentes. Il y a un panel, on est à peu près une cinquantaine quand même d'institutions, d'associations, d'organismes qui nous réunissons à cette occasion pour non seulement ouvrir des droits, mais apporter des informations, clarifier des demandes. Voilà, donc pas que ça s'ouvre à vraiment tous les acteurs de l'action sociale, de l'accès aux droits et de l'aide sociale, en fait. Alors, je vous pose toujours la même question quand vous venez. Les gens qui habitent dans les îles, les Ivades, les Saintes-Marie-Galante. Figurez-vous qu'on vous a entendu parce que... Ah, on m'a entendu. Tant mieux. Comme quoi. Donc, il y a une caravane des droits qui est en préparation au Saintes. J'espère que je ne dévoile aucun secret, mais enfin... vous donnez une anticipation, c'est tout. Voilà. Donc, c'est en étude, en tout cas. Et il ne faut pas oublier non plus qu'on a eu l'occasion de faire les 3 communes de Marie-Galante. Oui, c'était l'ouverture de la caravane des droits. Et puis, il y a eu une caravane des droits à la Désirade aussi, en juin. Donc, voilà, nous essayons d'être, en tout cas, au plus près de la population, qui sont effectivement les plus éloignés de leurs droits. Bien. Donc, rendez-vous à 8h30. Je vois s'il y a avenue Louis-Philippe Longoto à la Wipit. Oui, c'est au bourg de Gourbert. C'est au bourg de Gourbert. Et généralement, on nous voit de loin, puisqu'on a quand même pas mal de chapiteaux qui animent la ville. Donc, on nous voit de loin. Impossible de nous rater. Et vous serez sur place? Absolument. Bien. Vous voir. Bien, merci d'être venu dire ça. On vous retrouve tout à l'heure. Le temps d'interroger M. Pied d'ici, qu'on ne voit pas souvent, mais enfin, il a quand même jeu de là. Bon, n'en met pas loin pour qu'il vienne. Qu'en nous fait? Ben, ça caille. Ben là, merci en pile des invitations là. Ouais.
Et on vient là pour parler des bords de la mer pas loin. Alors pourquoi bords de la mer pas loin? C'est parce que nous avons un très beau bord de mer et nous avons l'impression pas ni la mer Bémao. C'est vrai. Hein? Si vous ne pas dit ça, nous ne pas ça. Ah ben oui. Eh ben, nous avons un bord de mer très calme. On ne pas dire Bémao, pas Saint-Claude. Non, mais c'est pour ça que nous lançons ça. Nous t'ai lancé au moment de la route du Rhum, oui. il y a 3 ans. Et c'est pour ça que nous crions bord de la mer, 3e vague, parce que ça a fait 3e fois nous avons fait. Et c'était pour faire ces mon descendre bord de la mer, pour y ouvrir que là, il y a énormément de bateaux, il y a des pontons, on fait du ski nautique, on fait du canoë-kayak, on fait plein de choses à Bémao. Donc, nous avons le monde qui passe à ça, ben, c'est pour ça que nous mettons tout ça à disposition à eux pendant 3 jours. Alors, c'est un petit pays ni tambour là. Mais nous sommes big de tambour. Vous savez ça, nous sommes big de tambour, puisque tout le monde sait que c'est Mansoso, mais avant Mansoso, la famille Rized, déjà une tambour qui a roulé. Donc, c'est vraiment 3 jours alentour à l'en-mai, puisque c'est mon qui peut venir gratuitement faire sport nautique, bouée tractée, canoë, kayak, tout bien gratuit. Et puis, alentour à ça, nous avons tournoi de domino, tournoi de belote, nous avons concours de pêche à la ligne. Nous avons aussi conte et belle parole en bas la ligne. C'est les éditions Neg Marron qui a fait ça. C'est pas la première fois que ça a fait. Son bitin a marché très bien. Et c'est mon qui a marché en bas la ligne. Et puis, il y a coûté des mondes comme Raphaël Anne-Rose, Amandine Velin, Thierry Galba et bien d'autres mondes. Et il y a bout vendredi, bord de la mer. Et là, nous avons commencé en coup de tambour pour songer toutes les ancêtres agroca Bémao qui pâtit. Et ça venu en lot, puisque, en un exemple très simple, Sidney Le Raymond, là, il a dit que Veillée, c'est Sainte-Anne, mais nous tenions aussi un chanteur de Veillée qui n'a c'était Sidney Le Raymond, qui a enregistré You Matayongo. Ça, c'est Sidney Le Raymond. Entendez des mots anglais, c'est Sidney Le Raymond. Débrocher en demoiselle, c'est Sidney Le Raymond. Donc, c'est quand même un bout qui était très connu et très efficace. Nous qui rendons hommage à Gérard Loquel. Ah ben oui, ça, on peut pas faire. C'est normal. Nous qui rendons hommage à Conquête, à Mansoso. Donc nous qui songeons en soirée là ça, mais c'est pas en léo, c'est en coup de tambour. Donc ça veut dire à une heure de matin, nous cabout, parce que le lendemain matin, le programme là qui a commencé avec le tournoi de le concours de pêche Grand Bonnet. Donc alentour à ça, on a pensé que c'est vraiment une manifestation que nous avons fait pour le public là. Tout ça qui a fait là, c'est pour vous descendre bord de la mer, pour vous participer, pour vous apprécier le nautique, mais pour vous apprécier aussi 2 gros concerts que nous avons fait. Et c'est un premier concert le samedi, non, c'est Zantraï Agrouka, c'est M. Frise Nafer qui est derrière ça. Il y avait des bons conjos Mimi, etc. Donc là quand même. Oui, ok là. Et en première partie, nous avons la troupe NJK, Nouvelle Génération K. Pourquoi? Parce que ils sont sortis Bénin, ils sont arrivés samedi, ils ont fait une magnifique prestation au Bénin pendant 2 semaines, et ils ont fait une sorte de restitution de ça, ils vivent au Bénin. Et le lendemain, le dimanche, nous avons un gros concert qui joue copillage avec M. Pascal Mazamba. Et là, nous avons Jean-Marc Ferdinand, Yannick Cabrion, Brigitte Zabarel, Aris Oudourayan, mais vraiment une grosse équipe. Et jusqu'à à peu près minuit. Mais que nous, on pourrait y manger quand même. Oui, non, mais on ne peut pas inviter ces menaces ou pas. Seul but, c'est que nous avons arrêté qui dit qu'il ne faut pas nous vendre d'alcool, puisque actuellement, la ça a débordé très vite. Mais qu'il y ait qu'il y ait mangé, qu'il y ait une foire culinaire. Oui, qu'il y ait une foire culinaire et artisanale le dimanche de 7h jusqu'à 18h. Donc, c'est mon qui peut venir, voir des artisans qui montrent ça au café, mais qui peut aussi venir trouver manger. Mais dis-moi quand même, tu dis, il ne faut pas exactement mon Bémao pour venir dans ça. Non, c'est mon Bastère. Tout le monde peut venir. Ah, d'accord. Tout le monde peut venir. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et au contraire, venir voir bord de la mer Bémao. Donc, étonné de voir qui gens ça belle, qui gens ça calme, qui gens peut venir les soirs
ou quoi garer voiture, ou quoi ciser, ou quoi manger en sorbet. Venu en grand promenade. Voilà. Eh ben, vin découvrir et en plus profiter de toutes ces animations là qui sont faites là, ben, ça qui passe un bel moment. Ouais. Bon, ben, de toute façon, et en plus, pas ni rien à payer. Non, c'est gratuit. Ouais. C'est gratuit. Donc, tout le nautique, les bouées tractées, le ski nautique, eh ben, c'est gratuit. Tout est gratuit. Bien, ben, nous prenons le 7, c'est vendredi. Le 7, 8 et 9. Et merci à la ville Bémao parce que vraiment, troisième vague là, ça, qui est une belle vague. Bon, on savent que vous-même, vous faites tout ça, il faut pour ça. J'en connais. J'en connais. Bon, ben, nous allons dire merci et puis Merci, bon vague. Merci beaucoup. Parce que vous savez, on ne met pas ni branche. Oui, on savent. Mais nous qu'on mettre des bouées. Des bouées, quand même. Bien. Un dernier rappel, Madame Gob. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'invite toutes les personnes de Gourbert, mais aux alentours, de ne pas hésiter, de venir pour demander leurs droits, pas paiement des droits. Donc, venez en masse. Nous serons là de 8h jusqu'à 13h30 à peu près. Donc, toutes les institutions sont ouvertes, sont disponibles et pour accueillir les personnes qui seront présentes. Bien, mais on vous remercie. La prochaine vague, enfin, pas vague, non, la prochaine caravane. Ben, ce sera en 2026. Ce sera pas à Bémao, malheureusement. Ce sera pas à Bémao, non. On l'a déjà fait à Bémao, ceci étant. C'est à Bémao. Bien, merci en tout cas pour deux d'être venus dire ça. Des bonnes nouvelles, Baudelaire pas loin, et caravane des doigts. On revient à l'actu rapidement avec Kylian. Oui, on va faire un retour sur la Toussaint et sur les cimetières qui ont pu accueillir nos familles et visiteurs pour fleurir nos ancêtres. Au-delà d'un rite religieux, c'est un moment fort culturellement qui marque la transmission et le respect de nos anciens. On voit un reportage de Lucien Nébor. Ça dit au Sable la Toussaint, c'est un moment qui est important de voir pour changer les gens qui partent, les familles qui partent. Et puis c'est aussi un côté où des fois trouver des gens qui longtemps pour voir quoi. Donc c'est ce moment qui culture la casa en nous et c'est donc le moment qui est quoi. Pour moi ça a une importance parce que c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Alors j'ai toujours dit à ma grand-mère tout le temps que je serai vivant, je vais toujours l'honorer, nettoyer le caveau, faire tout ce qu'il a fait. Et après à ma mort, je ne sais pas. Si Guadeloupéen, toujours qu'il y a une tradition là, ça, parce que c'est important. Et la Toussaint, en nous, est spéciale, c'est bougie, d'accord? De l'autre côté, c'est fleurs. De l'autre côté, c'est moun ka déguisé yo. Mais à casa nous, c'est bougie. Et puis, c'est quand il est là, c'est un côté où la famille a retrouvé yo. Et c'est très belle, c'est très important aussi. Il faut transmettre parce que un caveau, c'est quelque chose de familial, de génération. Parce qu'on pense tout le temps qu'on est vivant, on n'a pas besoin. Mais à sa mort, on vous met où? On vous met où? Chez Biras, il faut brûler. Bon, les gens disent que ça coûte moins cher. Mais le caveau, ça tient l'amitié, ça tient la famille, quoi. La famille unie, ça tient. Moi, je suis pour le caveau. Voilà donc une mémoire qui est indispensable à célébrer, qui prend une signification particulière dans la culture indienne aussi, puisque on a des rites qui sont empreints de lumière et de spiritualité. On voit un reportage de Lucien Nébor qui nous parle de ces cérémonies qui célèbrent le passage. C'est un rituel indien, hindou, à l'honneur des morts, nos parents qui sont déjà morts. Et c'est coutume qu'après la Toussaint, on fait toujours un rituel. C'est quelque chose qu'on a toujours vénéré dans la famille, donc ça vient de nos ancêtres qui sont arrivés. Nous, on a gardé le coutume jusqu'à aujourd'hui. Donc pour nous, ça a une grande importance dans la famille, dans toute la communauté guadeloupéenne. Parce que ce n'est pas seulement les Indiens qui font de ce monde. C'est justement un moyen qui nous est donné pour pouvoir réunir la famille, avoir une connexion familiale extraordinaire, mais beaucoup plus forte, pour pouvoir recenser l'ensemble des événements
qui se sont déroulées jadis au travers de nos ancêtres, au travers de nous-mêmes, consolider les valeurs de la famille, les valeurs de partage, avoir une forme de guidance et justement utiliser les ancêtres comme étant des guides, comme étant des lumières, des vraies lumières de notre famille, pour pouvoir rappeler les bons moments et surtout les choses les plus importantes qui ont marqué l'histoire de notre famille. Donc, un Chamblani, en fait, résume en gros le principe du partage, mais de la mémoire familiale. Oui. Voilà, il est 12h56. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochaines invités, Sylvie Rosier et Olivia Ramoutan. Et puis plus tard, Linda Goubindos. À tout à l'heure. Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage de Guadeloupe, le Memorial Act enrichit la mémoire collective à travers le récit de l'histoire des Caraïbes et des Amériques. Vous y vivrez une expérience bouleversante, enthousiasmante, enrichissante, avec des histoires de femmes et d'hommes qui ont créé une culture où le vivre ensemble est un cœur battant. Le Memorial Act, votre rendez-vous avec l'histoire. Voilà, il est exactement 13h. Les deux femmes sont arrivées. Madame Ramoutan, bonjour. Bonjour. Bonjour Canal 10, bonjour aux téléspectateurs. Président de la Fédération du tourisme. Et Madame Rosier, bonjour. Bonjour. C'est notre chroniqueuse du lundi. Générique, c'est parti. On va parler aujourd'hui de la charge mentale. C'est bien ça. Qu'est-ce que c'est exactement? On entend souvent parler de la charge mentale pour les femmes, les familles, tout ce qu'on doit régler, tout. Mais en équipe et au travail, il y a également de la charge mentale. On n'en parle pas assez, je pense. Puisque du coup, au travail, assez souvent, on se retrouve à gérer énormément de tâches en même temps. Et c'est ça qui crée la charge mentale pour l'équipe. Il y a une différence entre la charge mentale de la maison et la charge mentale au travail? Non, la répercussion est la même. La différence, c'est sur les tâches, finalement, mais la répercussion en elle-même, elle est la même, puisque du coup, si on a un collègue qui est en train de traiter ses emails en arrivant, il se retrouve avec, je ne sais rien, 50 000 à lire en arrivant au travail. En même temps, il est intercepté ou interpellé par d'autres personnes pour donner un coup de main, pour lui poser une question. Ça lui rajoute des réflexions, en plus d'être en train de lire son mail. Et donc, forcément, du coup, sa concentration n'est pas la même. La fatigue que ça demande mentalement, et puis, du coup, se développe. Et c'est là la différence, si on peut l'appeler comme ça, puisque, du coup, là, c'est dans le cadre professionnel. Mais alors, pourquoi vous dites que c'est une charge mentale invisible? Parce qu'on n'en parle pas au travail. On n'en parle pas. On pense que c'est peut-être normal d'avoir des journées où on gère beaucoup de tâches en même temps. Et on ne se rend pas compte de l'impact sur la productivité de l'équipe et des personnes. Et donc, c'est pour ça que je l'ai appelé invisible, parce qu'on parle de la charge mentale uniquement maintenant que dans le cadre personnel, et surtout pour les femmes, alors que finalement, je pense que la charge mentale n'est pas... On n'en parle que parce que c'est elles qui gèrent pour la plupart du temps. Toutes les tâches qui incombent à la vie familiale, en même temps, en plus de son... Ça, c'est des hommes de temps en temps, ça. Mais aujourd'hui, les hommes ont changé. C'est une vraie question? Oui, c'est une affirmation. Non, je ne suis pas sûre. Ah, c'est une affirmation. Oui. Non, pas tous. Et puis après, il y en a qui se retrouvent seuls. Même les hommes les plus jeunes que moi ne... Pas toujours. Hein, ça, bon? Ça dépend peut-être de l'éducation, je ne sais pas. Mais assez souvent, ça retombe sur les femmes. Donc, c'est pour ça qu'on parle de la charge mentale pour les femmes la plupart du temps. Et au travail, on n'en parle pas du tout. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais encore parle aujourd'hui, parce que mine de rien, maintenant, on est dans un monde où on est sursollicité par beaucoup d'informations.
et au travail aussi. Et donc, du coup, si on a du mal à gérer du coup, toutes ces informations-là, forcément, on aura cette charge mentale à gérer et cette difficulté à être productif et concentré à 100% sur ses tâches. Mais alors, si je comprends bien, la charge mentale au travail, mais ça fait partie du travail quand même. Ça dépend de parce qu'on ne peut pas l'enlever l'organisation. du travail quand même. Comment? On ne peut pas l'enlever du travail, cette charge mentale. Non, ça dépend de l'organisation, justement. Oui, on peut l'enlever. Parce que si l'organisation permet de gérer ses tâches de façon plus optimisée, on est moins impacté par la charge mentale, justement. D'accord. Alors, comme d'habitude, j'imagine qu'il y a des façons de gérer cette charge mentale. Oui, tout à fait. Il y a 3 façons. C'est 3 ou 4? Je ne sais plus. J'en ai mis 3, je crois. 4, oui. je vois 4. C'est vrai. Ah, j'ai innové un peu aujourd'hui, tu as vu. D'accord. Il y a 3 aspects qu'on peut mettre en place, effectivement, pour alléger cette charge mentale. Donc, du coup, le premier que je m'y retrouve, aide-moi si tu l'as. C'est les réunions qui s'éternisent. Non. Non, c'est pas alors ça. là, non. Sûrement pas. Tu essaies de me piéger, non, même si je cherche, je sais que c'est pas possible. Mais non, mais la première chose, c'est de clarifier ensemble les priorités de l'équipe. Tout à fait. Et donc, du coup, c'est de se mettre d'accord déjà, tous ensemble, sur les priorités de chaque personne. Ça peut être, encore une fois, un affichage où chaque membre de l'équipe a sa rubrique où elle écrit ses priorités de la semaine ou du jour. Et comme ça, tout le monde voit les priorités de l'équipe, ou ça peut être un support partagé sur Internet ou autre. Il faut alléger le flux aussi. Il faut alléger le flux d'informations. Oui, il faut alléger le flux d'informations. Oui, mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut décrocher le téléphone, éteindre les téléphones. Non, on ne peut pas faire ça forcément au travail. Mais après, c'est, par exemple, il y a des choses qu'on a tendance à faire maintenant qu'en plus nos emails sont connectés sur nos téléphones. Des fois, on oublie. Enfin, il y en a qui s'oublient et qui envoient des mails, même le samedi ou le dimanche. Il faut permettre ce temps de déconnexion et ne pas envoyer, par exemple, d'emails à ses collaborateurs ou à ses collègues après 18h. On n'envoie plus d'emails et on traite ça le lendemain. Mais c'est impossible, ça. Bien sûr que c'est possible. Le Je temps donne de un déconnexion. exemple très simple. Vous travaillez dans une boîte d'événementiel. Après 18h, vous n'avez pas envoyé de communiqué, mais non, c'est impossible. Ça dépend de la période. On est dans une boîte d'événementiel, mais on n'est pas en organisation. Mais si la personne travaille que dans l'événementiel, c'est pas tous les jours le rush de l'organisation. Non, pas forcément. Mais il y a moyen d'alléger le flux d'informations. Viens de travailler à Caribou, je vous expliquerai comment on fait. D'accord. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de se trouver une autre façon de J'espère qu'il y a faire. moyen, mais je ne suis pas sûr parce que je vois quand même comment ça fonctionne. Puisque vous avez des intervenants. Enfin, je fais une petite ouverture. On fait des intervenants. Je demande à un régisseur, il appelle le directeur ou le responsable à 17h parce qu'il ne peut pas faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un imprévu. Ça? Là, c'est un imprévu. Quelque chose mais qui oui, arrive à la toujours, mais dans l'événementiel, il y a quoi ça de l'imprévu? Tout le temps. Et Emmanuel, c'est très Il y bien. a énormément de choses qui peuvent être C'est vrai anticipées. ou c'est faux? Après, il y a des choses qu'on peut anticiper, il y a des choses qu'on ne peut pas Il y anticiper. a des choses c'est normal. oui, Mais il y a des choses qu'on peut prévoir à l'avance. Oui, ce qu'on peut prévoir, on gère, mais il y a des choses qui tombent tout le temps, qu'on est obligé d'appeler la personne à minuit. Enfin, bon. Ah non. Oh, quand même. Non, je dis minuit. Pourquoi? Mais non, mais si elle est en France, avec le décalage horaire. Oui, non, quand même. C'est ça la difficulté. En plus, si tu dis que ça tombe tout le temps, ça peut plus être un imprévu. C'est quelque chose qu'on peut anticiper parce que si c'est déjà arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, il y a moyen de trouver comment faire autrement pour que ça ne se reproduise. Pour que l'avion n'arrive pas avec le matériel qu'on a commandé. Eh bien, il faut commander plus tôt. C'est ça. Il y a des choses qui sont entières. Il faut commander plus tôt. Bref. Bon, enfin, de toute façon, je veux le temps de concentration. Et il faut protéger les temps de concentration des équipes. Mais effectivement, comme chaque personne a ses priorités à gérer, il faut leur donner le temps de traiter les tâches qu'ils ont à traiter. On peut avoir un outil partagé. Il y a plein d'outils collaboratifs maintenant en ligne que les équipes peuvent utiliser en même temps, ce qui permet de voir du coup que le collègue... Et d'ailleurs... il y a des outils où au moment où on est vraiment concentré sur une tâche, on peut se mettre occupé. Et du coup, les collègues, quand ils voient sur l'outil qu'on est occupé, l'idée, c'est de ne pas déranger le collègue pendant qu'il est en train de travailler sur cette tâche-là, sur ce moment-là, et de revenir quand il se dit disponible. Oui, bien sûr. Et il y a un autre problème dans tout ce que vous dites que j'écoute, c'est les conférences en visio. Les conférences en visio? Oui, pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes dans le bureau, vous êtes tranquillement chez vous, mais on dit « Ah, il y a une visio. Qu'est-ce qu'on fait ?» Et vous êtes chez vous.
Mais il est chez lui en télétravail ou il est chez lui en congé? C'est pas pareil. Télétravail ou parce que ce sont des choses qui arrivent aussi souvent dans ce genre de feu. Madame Moutawa, monsieur me dit que c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais je suis aussi d'accord avec madame sur le fait que plus nous allons anticiper, nous allons avoir une organisation fluide, mieux en tout cas les process. On peut gérer ça. Mais je suis aussi d'accord avec vous, monsieur Zandonis, les imprévus, ils arrivent, mais bon, voilà. Et on doit les traiter, mais bon, voilà. Imprévus, oui. Il faudrait mettre dans la charge mentale les imprévus. Oui, non mais sérieux, il faudrait mettre les imprévus. Parce qu'ils sont lourds, les imprévus. Et c'est les imprévus qui désorganisent et qui créent tous les problèmes. Mais je consens. Bon, alors finalement, c'est du bien-être au travail en tenant compte de la charge mentale. Si on tient compte de la charge mentale, effectivement, les personnes se sentent moins surmenées, surchargées et donc sont plus productives. Et plus l'équipe est sereine, plus du coup l'organisation sera également fluide, comme disait madame tout à l'heure. Alors, je voulais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Les réunions qui s'éternisent, c'est pas bon non plus, ça. Non, mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir un ordre du jour à une réunion et de se tenir à l'ordre du jour. Et puis si on dit on fait une réunion pendant 1 heure, on tient l'heure. Si on n'a pas terminé d'épuiser tous les points à l'ordre du jour, on reprogramme une autre séance. Une autre réunion. Ouais. Quelquefois, c'est ça. Et puis, il y a tout le temps des priorités aussi, à tenir compte aussi des priorités. Mais il faut exactement. Mais tout ça se prépare avant la réunion, justement pour que la réunion ne dure pas 4 heures. On prépare, on anticipe les priorités, on annonce, et puis surtout après, on fait en sorte que ça fonctionne. Surtout si l'association existe vraiment. Ah, là, c'est une association. Oui, quand il y a une association qui n'existe pas, on ne sait pas qui est trésorier, etc. Mais là, il n'y a pas d'organisation là pour l'instant. C'est une organisation. Il faut déjà créer ce qu'il faut. Voilà. Bien, en tout cas, non, mais c'est vrai, je vous écoute avec plaisir pour savoir ça. Alors, comment faire? À part, les 4 points. Hein, les 4 points que je viens d'exposer. C'est important. Oui, de clarifier ensemble les priorités de chaque membre de l'équipe, d'alléger les flux d'informations. Donc, du coup, forcément, de trouver une manière de ne pas surcommuniquer, des fois, donner trop d'informations ou dans plusieurs canaux différents, et protéger les temps de concentration de chaque personne. Et pour cela, il y a pas mal d'outils collaboratifs. Je pense que je vais vous en présenter quelques-uns la prochaine fois pour voir justement, grâce à ces outils collaboratifs, comment on peut alléger la charge mentale des équipes et aussi avoir une meilleure organisation, puisque du coup, l'information est accessible à tout le monde en instantané et en même temps. Et comme chaque semaine, il y a un petit défi. Ah oui, chaque semaine, il y a un petit défi. On pourrait proposer une micro-règle pour alléger la charge mentale de l'équipe, mais ça, faut en discuter. En équipe, ça peut être pas de mail après 19h ou créer le tableau collaboratif avec les priorités de l'équipe, qui peut être soit en mode tableau blanc avec des post-it ou bien des feutres, ou bien du coup un outil collaboratif sur l'ordi où tout le monde est connecté dessus. Bien, à tester. Les gens qui nous écoutent, surtout dans l'entreprise ou dans l'entrepreneuriat ou dans l'association, vont tenir compte de ces conseils qu'on retrouve on vous retrouve lundi prochain. Normalement, oui. Normalement. Il était 13h14, on se trouvait une autre dame, Madame Ramouta, elle est présidente de la Fédération de tourisme de proximité. Qu'est-ce que c'est le tourisme de proximité, rapidement? Le tourisme de proximité, en tout cas la Fédération, c'est un regroupement donc des hébergements type villa, gîte, meublé de tourisme et également certaines activités qui touchent de près ou de loin au tourisme. La Fédération progresse quand même? Oui, elle ne cesse de progresser. L'actualité de la Fédération est très dense. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait de l'activité. Et ça, c'est notre rôle également d'apporter. Je dis toujours, nous avons un devoir de résultat, en tout cas, vis-à-vis donc de nos adhérents. Alors, donc, vous partez j'ai envie de dire en caravane pratiquement. Absolument, oui. C'est exactement le terme que nous avons employé. Nous avons créé un dispositif qui s'appelle la tournée des communes. Oui. La tournée des communes, c'est-à-dire que la fédération va à la rencontre des communes. Donc évidemment, nous démarrons avec celles pour lesquelles nous avons signé des conventions. Et donc en fait, ces conventions-là, il faut les faire vivre. Et c'est ainsi que la caravane de la fédération va se rendre dans la première commune, celle de Trois-Rivières. Ah, génial. Voilà.
celle de Trois-Rivières, où donc nous allons avec nous allons avec nos partenaires, voilà, et nous allons donc rencontrer, et le mot proximité prend tout son sens. Nous allons donc à la rencontre des professionnels de la commune et des environs, bien évidemment, pour pouvoir leur apporter tous les dispositifs à portée de main. Alors, comment ça va se passer? C'est demain, je crois. C'est demain, tout à fait, c'est demain. Mais écoutez, on est sur une journée complète, donc on va passer notre journée à Trois-Rivières avec les acteurs économiques, et donc nous allons leur proposer, donc bien évidemment, une ouverture avec quelques interventions d'experts. Et tout au long de la journée, donc en fait c'est comme un mini salon, les professionnels pourront tourner autour donc des différents exposants pour pouvoir avoir des informations aussi bien sur la labellisation, sur le montage des dossiers pour des fonds européens, pour la montée en gamme, pour tout un tas de dispositifs et de partenaires nous accompagnent en tout cas demain, et nous partons en caravane à Trois-Rivières. Bon. Donc voilà. Bon, il faut que je sois là. Alors. Ah ben mais on vous invite d'ailleurs, je lance un appel et nous attendons l'ensemble des professionnels du tourisme à Trois-Rivières, et d'ailleurs nous avons aussi comme partenaire, puisque nous travaillons en étroite collaboration avec eux, l'OTI du Grand Sud Caraïbes, puisque la fédération est intégrée à leur comité du conseil d'administration, et donc ils seront également là pour pouvoir donc rencontrer aussi les acteurs. Donc c'est une seule et même famille, on le dit toujours, le tourisme c'est tellement transversal, mais il est important de parler d'une seule voix, et donc nous serons donc demain à Trois-Rivières et on vous attend. Alors j'ai vu qu'il y a une boîte à idées, pourquoi? Alors, la boîte à idées, c'est toujours très intéressant parce que, en fait, je dis toujours que tout ce que nous mettons en place à la fédération viennent soit des adhérents ou des personnes extérieures. Puisque, bon, vous savez, on est une personne, on a peut-être une vision, mais quand on a une multitude de personnes qui peuvent donner des idées, mais ça fait un seul et beau projet. Et donc, je dis toujours que la problématique de tel propriétaire n'est pas celle de ce propriétaire-là. La problématique du propriétaire de Grande Terre n'est pas la problématique du propriétaire de Basse Terre. Donc, en fait, si on a toutes ces idées qu'on peut traiter, eh bien, nous, notre boulot, c'est justement d'apporter ces solutions. Et toutes les communes ont déjà signé des conventions avec vous, ou bien pas vous êtes toutes les communes, pas toutes les communes. Nous en avons signé quelques-unes. Donc là, pour nous, on fait vivre les conventions. Et donc, nous allons continuer, en tout cas, ce travail, bien évidemment, après cette période qui est une période que nous savons électorale, voilà, sensible. Oui. Donc, après le mois de mars, nous allons continuer donc la caravane dans les communes. Mais toutes celles qui ont signé, nous pouvons très aisément, en tout cas, faire vivre les conventions et apporter ce dispositif donc dans les communes qui ont déjà signé avec nous. Mais la saison touristique démarre aussi. Ah ben bien sûr. Oui. Donc c'est aussi pour nous l'occasion de traverser les communes et d'aller rencontrer les personnes, de leur permettre de se mettre aux normes, de monter en puissance, de connaître les différents dispositifs de sécurité. Nous avons dernièrement rencontré la répression des fraudes, avec qui nous avons fait une très très belle réunion, et où nous avons vu tout ce qui existait en termes de réglementation. Et c'est impressionnant. Et donc ça, c'est ce genre d'informations que nous avons besoin donc, de transmettre et de donner à nos professionnels. Et nous avons un temps fort. Nous avons un temps fort dans cette journée de demain. Alors, c'est quoi Alors, c'est un temps fort. Vous venez de le dire, hein, c'est le démarrage de la saison touristique. Oui. La Fédération demain a le plaisir d'annoncer une signature officielle avec une agence de voyage canadienne qui s'appelle Terre de Voyage. Donc, nous allons signer avec elle demain à 14h30. Donc, cette signature, cette convention, pour ensuite partir donc sur le Salon du Canada, où nous serons présents sur stand avec cette agence de voyage qui va promotionner évidemment les hébergements de la fédération. Parce qu'en général, on dit souvent que le tourisme en Guadeloupe, c'est toujours des clients en français. Franco-français, donc ça veut dire que vous ouvrez un petit peu sur... c'est déjà le travail du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, qui fait un travail déjà conséquent sur la promotion de la destination. Mais nous, notre objectif, c'est
on s'occupe des adhérents de la fédération, en tout cas ceux qui sont chez nous, et c'est de leur apporter aussi cette visibilité et signer une collaboration avec une agence de voyage canadienne, mais c'est permettre à nos adhérents d'être visibles et d'avoir un potentiel de visibilité pour des réservations, parce que, comme je l'ai dit, hein, c'est le résultat qui compte. Et on a bien compris qu'on doit se prendre en main, et c'est exactement ce que nous faisons. Et la fédération, au niveau de l'offre, j'ai envie de dire l'offre hospitalière, ça s'améliore de plus en plus? Mais de plus en plus, puisque de toute façon, nous l'avons compris, et l'ensemble des propriétaires l'ont compris, et aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas que faire de l'hébergement. Il y a une notion donc de service qui se développe énormément dans les hébergements, puisque la majorité des propriétaires ont compris que voilà, notre métier, c'est pas seulement, en tout cas, voilà vos clés et on se revoit dans une semaine. Non, c'est plus que ça. La proximité, c'est le nom de la fédération. La proximité, c'est ce qu'on va avoir avec nos clients, cette vie, cette collaboration. Nous sommes les premiers ambassadeurs de la destination Guadeloupe, puisque c'est nous qui allons leur dire il faut faire ça, les incontournables. Et ça veut dire qu'enfin, je vous pose la question, je sais que c'est pas facile à répondre, mais ça veut dire que vous prenez de plus en plus de clients des hôtels qui viennent vivre chez vous, parce que la proximité, ça intéresse aussi les gens. Absolument. Alors, c'est pas prendre de plus en plus de clients. De toute façon, sur une destination, la porte d'entrée, ça reste l'hôtellerie. Oui. Je dis toujours, c'est pas, on n'est pas sur, la fenêtre, on n'est pas du tout sur les mêmes profils, oui. Mais aujourd'hui, on se rend bien compte, et les chiffres le montrent, hein, les chiffres le montrent, que les gens ont cet engouement, en tout cas pour le tourisme de proximité, la rencontre avec les familles, cette autonomie en tout cas de leurs vacances, et c'est exactement ce que nous proposons. Donc tant mieux pour nous, hein, de toute façon. Hein, je ne sais pas si vous avez le chiffre, mais globalement, ça représente combien de... J'ai envie de dire de lits aujourd'hui. Plus de 25 000 lits, plus de 25 000 lits, c'est-à-dire 5 fois plus de lits touristiques que l'hôtellerie. Ah ben oui, c'est voilà. Bien sûr que et puis là où c'est intéressant, c'est se dire que c'est positionné sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire Guadeloupe, Basse-Terre, Grande-Terre et les îles Marie-Galante, des Irades, des Terre de Haut, Terre de Bas. Donc ça veut dire que c'est une offre qui est géographiquement excellente et avec des produits mais complètement différents. On passe du très haut de gamme, milieu de gamme, on a des cabanes dans les bois, on a en fait, franchement, c'est ça aussi qui est intéressant dans le tourisme de proximité, c'est cette diversité, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les profils de clients, nous pouvons les accueillir. En ce moment, qui a une maison vide et ne sait pas quoi faire avec cette maison. Qu'est-ce qu'on peut lui conseiller? Eh bien, on peut lui conseiller donc de transformer cette maison en hébergement locatif. Donc, la fédération peut accompagner. Quel que soit le lieu, même si on n'est pas au bord de la mer. Vous savez, peu importe où on se trouve, je le dis toujours, si on met un ingrédient de base principal qui est l'accueil, d'accord, le professionnalisme, mais c'est gagné. Et bien sûr, la communication. Et le bien manger aussi. D'accord. Mais évidemment. Et en fait, c'est ce que je dis aux collègues. Peu importe où on se trouve, il suffit d'identifier ses forces, et d'accord, son positionnement, et proposer des choses un peu innovantes. Et on a tellement de choses à proposer. Vous m'avez dit l'autre fois qu'il y avait même des gîtes à 4 étoiles maintenant. Mais évidemment, bien sûr. On a du très très haut de gamme. On a du très haut de gamme, on a du service qui se développe, on a du gîte de l'hébergement qui propose des services, qui fait même des offres packagées, des offres un peu all-inclusive, etc. Il y a énormément de produits sur le territoire. C'est impressionnant. D'ailleurs, on a des idées pour faire voir un petit peu ce qui existe en Guadeloupe, parce que je pense que même les Guadeloupéens ne savent pas tout ce qui peut exister sur le territoire, et nous allons sans doute faire une deuxième caravane pour permettre aux Guadeloupéens de voir tous les produits. Ce sera quelle commune alors, ça sera pour toute la Guadeloupe. On va identifier les choses un peu exceptionnelles et les montrer, parce que franchement, il y a de la qualité, vraiment. Et d'ailleurs, je félicite les collègues qui œuvrent dans cette filière, parce que c'est un vrai métier.
C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez le speed meeting? Le speed meeting, c'est tourner un peu. Ça veut dire qu'il va y avoir tous les partenaires. Nous sommes à peu près. Nous avons dans notre caravane, il y a 12 partenaires qui nous suivent demain. Et donc en fait, ils auront chacun un emplacement. Et donc le professionnel qui va arriver pourra tourner autour et aller prendre des informations chez tous les partenaires. Donc voilà, il saura comment se mettre en règle, il saura comment monter un dossier de fonds européens, il aura un contact pour acheter du linge de maison, des produits de nettoyage, etc. Créer un produit d'accueil personnalisé. Franchement, voilà, s'inscrire sur la plateforme de visibilité. Donc vraiment, nous proposons vraiment quelque chose de complet et nous invitons donc tous les acteurs économiques et des environs à venir rejoindre cet événement de mai à Trois-Rivières. C'est près de la mairie, hein, il faut dire. Oui, ça, c'est la salle Bloncourt. Donc voilà, donc on attend tout le monde à cet événement qui est donc le premier événement de la tournée des communes de la Fédération. Et pas le dernier. Ah, pas du tout. Il y a 32 communes, hein, donc oui. Là, on a du boulot. Bon, ok, bien, on vous remercie. Merci d'être venu. Il est déjà 13h27. On prend la dernière pause pour recevoir tout à l'heure Linda Goubindos, notre chroniqueuse du lundi, pour la Yuveda, et Thierry Jean-Charles. À tout de suite. Voilà, il est exactement 13h30. Linda Goubindos est déjà là. Bonjour. Bonjour. Namasté. Namasté. Mais on revient à l'actualité avec Iman News. Pourquoi le mai? Je vois pas le mai. Pourquoi le mai? Non, c'est bon, on est en novembre, mais il n'y a pas de mai en novembre. Non, il n'y a pas de mai. Il n'y a pas de mai en novembre. Non, voilà, on va parler du vernissage Phototrace. Donc, après une première édition en 2024 couronnée de succès, ce festival Phototrace revient pour démocratiser la photographie d'auteur et en faire un véritable outil de création et de transmission. Et donc, on a le démarrage de ce festival qui a été célébré et comment dire, je trouve pas mon mot. B. Non, pas B. Tu m'as perturbé. Mais oui, c'est ce que je dis, B, perturbé. Qui a été tourné par Lucien Nebor, voilà, qui nous permet de voir cette exposition. Le titre de la deuxième édition du festival Phototrace est Morphose. Alors, on n'était pas parti sur Morphose au départ, on était parti sur structure et transformation, avec vraiment dans l'idée de parler de ce monde qui est en train de faire sa mue, qui est en train de passer d'un état à un autre, par la superposition de structures qui s'amoncellent et qui créent des transformations à la surface. Et l'idée de Morphose aussi, c'est de mettre l'accent sur la transformation, sur le changement d'état. Donc, qu'est-ce que le monde d'aujourd'hui est en train de devenir et ce qu'il est en train de devenir est le résultat de structures sous-jacentes. Il était question un petit peu de point de rupture entre le présent, le passé, le futur. Et cette notion en fait de temporalité, c'est ce qui m'a intéressée. Donc j'ai construit cette série de 5 photos. Initialement, il y en avait un petit peu plus, mais bon, on est resté sur 5 photos que j'ai intitulées Traces. Donc, des traces de mémoire intime, de mémoire collective, les traces sur la peau, les traces sur des surfaces, en fait. Et toutes ces traces qui, en fait, s'inscrivent, couvrent et à la fois découvrent. C'est un festival qu'on a voulu semi-long, parce qu'il y a des festivals qui sont plus longs, donc qui va durer 1 mois. Il va y avoir 3 lieux d'exposition. Donc, l'art s'en mêle aujourd'hui au Gosier, à Petit-Bourg, à la bibliothèque de la Lézarde, et ensuite au pavillon de la ville à Pointe-à-Pitre. Et on a aussi des séances de projection dont Basse-Terre, la Méca à Basse-Terre, le Fonds d'art contemporain à Saint-Claude et la médiathèque du Lamentin. Voilà. Donc, un festival qui aura lieu jusqu'au 29 novembre. Et c'est à Gosier que ça a débuté. Oui, voilà, c'est ça. Pas loin de Sainte-Anne. Pas loin de Sainte-Anne, ça veut dire qu'il faut que j'y aille, c'est ça? Mais il me semblait quand même. Bon, Linda est là. On va parler Ayurveda avec Linda et on parle de méditation. On lance le générique.
Alors Linda, bonjour. Bonjour. Alors tu vas nous parler de méditation. Alors au-delà de l'aspect mystique, l'Ayurveda a une autre approche concernant la méditation dans le sens du bien-être. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est vraiment la méditation? Alors la méditation, c'est une pratique qui est très 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 ancienne, bien avant l'apparition de l'Ayurveda. On retrouve cette pratique surtout en Asie, donc en Inde, au Japon, en Chine, ce genre de pays. Mais on pense qu'elle a vraiment pris naissance en Inde, puisque dans les textes classiques, certains textes de philosophie indienne, on décrit vraiment ce que c'est. On appelle la méditation dhyana. Et c'est un état de pleine conscience. Donc souvent, on a tendance à voir les gens assis en tailleur, avec le dos bien droit, les yeux fermés, en train de méditer. Ça, c'est un peu l'aspect mystique, comme tu disais. On pense au yogi. Mais l'Ayurveda parle de la méditation dans le but d'équilibrer le corps. Donc la méditation va agir sur le mental dans un premier temps. On constate que ça permet d'apaiser le mental. Ça permet également de développer la concentration. Donc les personnes qui pratiquent la méditation régulièrement arrivent à être beaucoup plus concentrées puisqu'ils sont de plus en plus conscients. Ça développe vraiment la conscience. Donc qui dit conscience dit en premier lieu la conscience de notre corps physique. Donc on arrive à ressentir ce qui s'y passe. Donc avant de déclarer par exemple qu'on a mal au genou, on commence à sentir qu'il y a peut-être des raideurs. Et donc, si on prend conscience de ça très tôt, on peut ralentir le processus qui peut peut-être développer une maladie. Donc, prendre conscience de son corps, c'est aussi prendre conscience de sa posture, comment on se tient. Est-ce qu'on se tient droit? Est-ce qu'on est sur le côté? C'est aussi prendre conscience de comment on marche, parce que souvent, on peut marcher en étant déséquilibré et ça peut créer de l'arthrose d'un côté de notre corps. La méditation va aussi travailler, je disais, sur le mental, donc apaiser le mental, développer la concentration, mais aussi favoriser l'apprentissage et la mémorisation, la rétention. On dit souvent, et les scientifiques en parlent maintenant de plus en plus, que la méditation permet de combattre le stress, puisque ça va nous permettre d'être plus détachés des choses, des tourbillons qui nous impactent de l'extérieur, et ça nous permet de rester plus, et de rester plus centré, plus en axe, plus solide. En Guadeloupe, on parle beaucoup du poteau qui tient bien. Moi, j'aime pas trop quand on parle de la femme potomitan, mais quand on parle de l'effet potomitan, quand on parle de méditation, ça me parle mieux parce qu'on est tous assaillis par beaucoup de choses autour de nous et la méditation est un outil qui nous permet de rester centré. Et en plus de cela, on constate que la méditation agit aussi sur le côté émotionnel. C'est pas que ça va nous rendre, insensibles aux choses, mais on arrive à moins se réagir. Donc quand il y a des choses qui se passent autour de nous, on peut ressentir de l'émotion, mais ça sera peut-être avec plus de parcimonie et moins on va pas déborder, on va pas être submergé par nos émotions. Donc tu as parlé de pleine conscience, d'ancrage, de concentration. Est-ce que tout ça c'est compatible du coup avec l'Ayurveda, puisque tu disais au-delà de l'Ayurveda, ça existait avant? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de toutes sortes de méditations. Donc tu parlais de pleine conscience, c'est un type de méditation. On va parler de la méditation bouddhiste, on va parler de la méditation, shivaïsme, hindouisme. Il y a toutes sortes de techniques maintenant. Il existe littéralement une seule méditation. Donc, comme je disais, c'est cet état de conscience. Mais pour arriver à cet état, il va y avoir différents types de méthodes. Donc, par exemple, dans certaines philosophies méditatives, on va demander de répéter un mantra. Un mantra, c'est une phrase. Donc, on va dire de fermer les yeux et de répéter la même phrase encore et encore. Et ça permet de permettre à notre mental de rester concentré sur quelque chose pour ensuite arriver à cet état de conscience. Puisque, bien évidemment, on sait que dans le monde actuel, quand on s'assoit les yeux fermés, on est assailli par plein de choses. À quelle heure je dois rencontrer Monsieur Zandronis? Alors, demain matin, je dois manger quoi? Je dois faire les courses. Il faut que je parle à Iman de méditation. Est-ce que j'ai préparé le script? Le petit moment-là, il y a plein de choses qui se passent dans notre tête. Donc, parfois, on a différentes techniques. Donc, il y a la technique du mantra qui aide. Il y a des méditations qui consistent à regarder une bougie, à regarder une fleur, à regarder la nature. Et il y a les méditations en mouvement. Donc, maintenant, on découvre la méditation en marchant et parfois même en dansant. Une question, enfin une double question. La méditation, ça se fait en binôme ou tout seul? Peu importe, on peut faire la méditation seule, on peut faire la méditation en groupe aussi. En groupe aussi? Oui, mais ça, on dit que quand on est à plusieurs, eh bien, on sent les vibrations changer un peu plus en fait. Ça a un plus bel impact. Et l'autre question, le lieu pour la méditation. Est-ce qu'on peut faire ça n'importe où ou bien... Pas en conduisant.
En conduisant. Ah En non, général. Alors, pas avec le téléphone non plus. Ça serait pas bien d'entamer une séance de méditation en conduisant, mais Oui. en conduisant, on médite. Puisque quand on conduit, on est censé être conscient sur la route. Oui. Mais à partir du moment où vous conduisez et vous pensez à tout ce qu'il faut faire, vous n'êtes même plus en train de méditer Oui, là. Donc en réalité, je dirais qu'il faut un lieu adéquat quand on commence. Quand on débute et qu'on n'a pas l'habitude, il faut favoriser un endroit calme où on peut s'entendre et être plus apaisé. Par contre, on peut se retrouver dans la nature et être en symbiose avec la nature et développer cette conscience. Donc, c'est-à-dire, vous êtes là, vous prenez conscience des arbres, de la lumière du soleil qui passe, des sons, la rivière qui coule. C'est une forme de méditation aussi. Et dernière question. Avec plaisir, j'aime bien les questions. Mais non, est-ce qu'il y a une musique particulière pour méditer ou bien il ne faut pas de musique? C'est pas obligatoire. Comme je disais, tout ça, ce sont des outils. Donc l'état de méditation, c'est vraiment l'état où on est en conscience, mais comme on n'y arrive pas du premier coup, on peut utiliser de la musique et de préférence quelque chose qui va faciliter l'apaisement du mental. Donc c'est pour ça qu'on va plutôt choisir des sons de la nature ou encore une musique douce. On va prendre du bouillon. Pas du bouillon, mais j'allais mentionner par exemple le bruit du cas. Donc nous, on a cet instrument en Guadeloupe. Parfois, si on fait certaines notes du cas, il y a une vibration qui se dégage de cet instrument et ça peut avoir un impact sur le mental. Mais ça ne sera pas... alors là, je ne vais pas essayer de m'aventurer, je ne connais pas les mots techniques, mais ça ne sera pas une rythmique trop rapide. Ça sera des rythmiques plutôt douces qui vont inciter justement à rentrer doucement dans cet état de conscience. Alors justement, comment on fait pour intégrer dans sa journée qui est déjà bien remplie ce temps de méditation? Est-ce que c'est le matin tôt, le soir? Est-ce qu'il y a un temps particulier pour pouvoir l'intégrer? Alors, idéalement, l'Ayurveda recommande de se lever très tôt le matin et ça serait mieux de méditer avant le lever du soleil puisque là, tout est calme dans l'atmosphère et à ce moment-là, on peut vraiment se connecter. Il y a une énergie dans l'atmosphère qui favorise cet état méditatif. Je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais moi, ce que je dis souvent aux gens, l'essentiel, c'est de pouvoir faire la pratique. Donc, est-ce que c'est tous les jours qu'il faut la faire aussi? Pour commencer, si c'est compliqué, on peut se dire qu'on va commencer une fois par semaine. Donc, une fois par semaine, si vous dites c'est le week-end, vous allez vous adonner un petit moment, 5, 10, 15 minutes pour faire de la méditation. Et quand ça va devenir une habitude une fois par semaine, vous pouvez faire 3 fois par semaine et ensuite arriver à 1 fois par jour. Mais l'idéal, ça serait bien de le faire 1 fois par jour parce que pour nous, la méditation, c'est pas juste une technique de relaxation, c'est vraiment un mode de vie, une hygiène de vie qu'il faudrait arriver à incorporer dans notre vie tous les jours. C'est le matin ou le soir il faut faire? Alors, préférablement, c'est le matin, mais si vous n'y arrivez pas, vous pouvez faire aussi le soir. Si vous faites le soir, je conseille de ne pas s'allonger dans le lit parce que vous allez vous endormir. Et l'idée, c'est d'être conscient. Et justement, alors, méditer, c'est quoi? C'est je ferme les yeux, je pense à rien et... Donc, c'est pas ne pas penser à rien puisque la nature même du mental, c'est de penser. Donc, vous allez toujours penser, mais c'est d'essayer d'observer ces pensées défiler. On dit souvent, une des techniques de méditation, c'est de s'asseoir. C'est intéressant de garder la colonne vertébrale bien droite, de fermer les yeux et d'essayer en fait de voir les pensées défiler sans se laisser absorber par nos pensées. Donc c'est un peu comme si vous regardez le ciel avec les nuages. Vous voyez les nuages passer, mais vous n'êtes pas au milieu du nuage en train de vous laisser vous emporter. Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, tu as créé un programme en ligne qui est autour de la méditation. Exactement. Qu'est-ce qui s'y passe dans ce programme? Alors, c'est un accompagnement, j'appelle ça un accompagnement en ligne. Ça veut dire que vous pouvez suivre ce programme depuis chez vous et aller à votre rythme. Et ce programme a été créé pour accompagner justement les personnes qui sont novices dans le domaine de la méditation, pour vous inciter à adopter cette pratique au jour le jour. Donc les 3 premiers jours, ce sont des jours d'introduction où j'explique ce que c'est un peu plus en profondeur de ce que j'ai dit aujourd'hui. Et ensuite, ça sera suivi de 21 journées de méditation. Alors quand je dis journée, 21 méditations guidées, ça va s'étaler sur 21 jours. Et chaque jour, vous aurez une thématique. Ça sera un enregistrement audio que vous pouvez écouter depuis chez vous ou du lieu que vous avez choisi. Et c'est une invitation à incorporer la méditation dans votre routine quotidienne. Donc les 21 jours d'affilée, on est d'accord que c'est le but de faire les jours d'affilée? Alors oui, parce qu'on dit souvent que quand on a une habitude qu'on met en place pendant 21 jours, on arrive à la garder sur le long terme. Donc je me suis dit, ça serait bien
d'inciter les gens à suivre ces 21 jours. Mais bien évidemment, comme c'est un programme en ligne, en plus vous avez l'accès illimité une fois que vous êtes inscrit, si vous n'avez pas pu faire les 21 jours, vous pouvez faire, on va dire, comme je disais, une fois par semaine en décalé sur toute l'année après. D'accord, donc en tout cas c'est disponible, on peut trouver les informations et puis aussi pour s'inscrire, vous allez sur mon site internet www.linda-gomados avec 2s.com et il y a toutes les informations sur le site. Merci Linda. Merci Linda. Merci. Et à la semaine prochaine, à la prochaine fois. On reçoit M. Thierry Jean-Charles, bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'association du numérique de services publics et vous faites une manifestation ces jours-ci. Demain. Demain, exactement. Mais la première question que je vais vous poser, c'est que de plus en plus on se rend compte d'une chose, c'est qu'il y a de plus en plus de hacking. Est-ce que les Guadeloupéens aujourd'hui sont bien protégés? Alors, je ne sais pas si les Guadeloupéens sont très protégés, mais en tout cas, c'est le but de l'association de sensibiliser tout un chacun à mettre en place de bonnes actions pour faire face justement à ces problématiques. Et on commence par les collectivités territoriales aujourd'hui qui doivent véhiculer une bonne image, ne serait-ce qu'en termes de sécurité et de souveraineté, puisqu'aujourd'hui nous proposons des solutions au public qui sont de plus en plus dématérialisées à travers les sites internet et les solutions qui sont mises en place. Donc ça nous demande aujourd'hui de nous fédérer à travers l'association que nous portons aujourd'hui et de faire la journée de demain justement pour faire cette sensibilisation face aux problématiques de cybersécurité et aussi à ces problématiques de souveraineté sur le territoire guadeloupéen. Alors, aux gens qui vous regardent là en ce moment, quels conseils vous pouvez leur donner? Parce que vous savez que beaucoup de gens ne savent pas comment gérer ça. Ils ont des pièges sur les téléphones portables. On vous propose x, y choses, etc. Que dire aux gens? Déjà, de faire attention. Aujourd'hui, les gens reçoivent des messages offrant de l'argent ou disant qu'ils ont gagné, alors par mail ou par message WhatsApp ou SMS. Aujourd'hui, faire attention à ce genre d'attaques, puisque ce sont des attaques. On ne gagne pas de l'argent comme ça. Les gens savent bien que s'ils ont gagné, c'est qu'ils ont joué. Donc, s'ils n'ont pas joué, qu'on leur propose de l'argent, vous voyez un mail arriver vous disant que vous avez gagné de l'argent, mais s'il faut retirer, il faut envoyer des documents personnels. Voilà, on est typiquement dans des problématiques de hacking. Et justement, on voit que ça passe par la messagerie. Donc, je leur dirais, déjà, faites attention aux messages mail que vous recevez dans vos boîtes. Et assurez-vous, en appelant des fois, en vérifiant, parce que c'est comme ça qu'on arrive des fois à déjouer des plans qui sont mis en place par les hackers. Appelez l'interlocuteur concerné, ou en tout cas votre banque ou l'organisme, puisque maintenant ils utilisent tous les organismes, ils passent des organismes publics, des et tout. Voilà, on reçoit aussi, on vous envoie des messages disant que vous avez reçu votre carte vitale, alors que c'est pas... Voilà, donc il faut faire attention à ce genre de problématiques et se rapprocher des organismes pour s'assurer réellement qu'il y a bien une campagne et que ce n'est pas justement quelque chose de frauduleux qui est mis justement pour tromper l'utilisateur ou l'usager. Alors le Techno Day qui va se passer, comment ça s'organise demain? Donc ça va être sur toute la journée où nous aurons des intervenants. Déjà, nous allons commencer avec l'Agence caribéenne de cybersécurité. Donc toujours, on ouvre, c'est notre partenaire sur le territoire. C'est leur mission justement de faire en sorte qu'on puisse être un territoire innovant en termes de cybersécurité. Et donc c'est pour cela qu'il va nous sensibiliser avec Cédric Pradel. Avec Cédric Pradel, voilà, qui est un acteur majeur avec lequel nous collaborons au niveau de la DNSP. Et pour aller encore plus loin, nous avons eu un cas justement à la mairie de Saint-Claude il n'y a pas longtemps, où justement ils ont fait ce travail d'essayer de trouver d'où venait la problématique, d'isoler le problème et permettre à la collectivité de pouvoir repartir. Là où il y a eu justement ce travail de solidarité avec les membres de l'association et autres qui ont permis vous intervenez comme ça sur demande? C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le but de notre mission. Vous savez qu'il y a des collectivités sur le territoire qui n'ont pas d'informaticiens, qui n'ont pas de DSI.
des petites collectivités. Donc, c'est en fonction des moyens qu'ils embauchent. Le plus urgent va aller aux finances, au RH, en tout cas, mais non pas forcément ce qu'il faut au niveau du SI pour pouvoir répondre à ces problématiques. Donc, nous, on est là justement pour pouvoir accompagner ces collectivités qui n'ont pas forcément les solutions et en tout cas faire jouer de notre savoir-faire et de nos retours d'expérience pour pouvoir donner les meilleurs outils pour faire face à ce genre de problématiques. Bien évidemment, la question revient souvent avec l'intelligence artificielle. Le hacking devient de plus en plus fréquent. Alors, il devient de plus en plus fréquent, mais au-delà d'être fréquent, il devient de plus en plus professionnel. C'est-à-dire que maintenant, avant, vous receviez des choses un peu farfelues, donc vous auriez pu déceler le problème, le piège. Mais maintenant, ils arrivent à prendre votre photo, votre vidéo, vous faire parler, vous faire dire des choses. On a vu d'ailleurs qu'il y avait, ça a été fait, justement, c'est par des méthodes comme ça, avec des élus en Guadeloupe où ils ont mis en scène un élu, aussi, voilà, et un journaliste, voilà, pour ne pas les citer. Et c'est à travers des méthodes comme celle-là, et c'est là où l'IA, justement, dans le mauvais sens, peut permettre de troubler l'usager. Nous sommes dans une problématique sociétale où aujourd'hui, les gens ont des problèmes financiers, il y a moins d'argent, la vie devient un peu plus compliquée. Donc c'est clair que quand on a des propositions d'aide ou de choses comme ça, les gens sont un petit peu plus réceptifs, on ne peut pas leur en vouloir, mais c'est de là que ça demande de faire justement beaucoup plus attention dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Oui. Alors, demain, vous ferez ces interventions, mais alors c'est régulièrement vous faites ça ou c'est comme on dit, un coup comme ça? Non, alors justement, c'est dans l'émission de l'association et justement par rapport à la problématique qui s'était posée donc dernièrement avec la ville de Saint-Claude, mais il y a eu la région, il y a eu tout ça. Donc nous avons décidé justement de jouer le jeu et de faire cette rencontre qui doit réunir donc tout le monde du numérique, parce que je ne parle même pas que des directeurs informatiques, mais je parle du monde du numérique, mais aussi des dirigeants, les maires, les présidents d'associations de maires, les DGS, les acteurs des collectivités territoriales pour qu'ils soient sensibilisés à ces problématiques. Vous savez, avant que les gens soient victimes de hacking, lorsque vous leur parlez de ça, ils se disent, bon, on n'aura jamais ça chez nous, on est en Guadeloupe. Maintenant, les hackers, ils ne regardent pas si vous êtes une petite Guadeloupe ou si vous êtes une grande France. Ils attaquent sur tous les territoires, c'est par zone. Et donc, quand ils font ça de manière brutale. Et malheureusement, si nous, on n'a pas réussi à faire en sorte que nous ayons la meilleure sécurité, ou en tout cas que nous ayons les meilleures pratiques, puisque lorsqu'on va près des collaborateurs, on leur parle de quoi? Faites attention aux mails que vous recevez, ne cliquez pas sur tous les liens. Vous savez, aujourd'hui, on peut pirater un ordinateur avec une photo, puisque derrière une photo, il y a des fois des micro-logiciels qui permettent de prendre la main sur votre ordinateur. Bon, heureusement, nous, dans les collectivités, nous avons des antivirus assez costauds qui peuvent faire face à ça. Mais l'usager chez lui, il n'a pas tous les outils. Des fois, ils n'ont même pas d'antivirus. Donc voilà. Donc des fois, ce ne sont pas des choses compliquées. Ce sont des choses simples. Ce sont des mails, des WhatsApp, enfin des messages SMS. Et à côté de ça, dans la journée de demain, nous allons parler aussi de souveraineté. La souveraineté, c'est un nouveau terme qui apparaît aujourd'hui dans l'utilisation des outils, parce que ça compte aussi. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe aux États-Unis, ne serait-ce que par rapport aux GAFAM. Et aujourd'hui, la tendance en Europe et surtout en France est justement d'utiliser des outils souverains qui sont développés sur le territoire hexagonal, ou en tout cas européen, et où nous avons la garantie que les données soient stockées sur le territoire hexagonal et européen aussi. De sorte à ce qu'on soit au moins protégé sur la gestion de nos données, puisque ça compte aussi. La donnée, c'est de l'argent. On parle de hacking, mais les données aussi, c'est de l'argent. Et je signale qu'il y a eu des hôpitaux qui ont été attaqués en Guadeloupe. Et voilà, et vous savez que les données médicales sont aujourd'hui sur le marché, valent très cher. Donc voilà.
Alors, le rendez-vous, c'est demain à où et à quelle heure? Le rendez-vous, c'est demain matin à partir de 8h30 à la Creole Beach Hotel où nous allons passer toute une journée. Nous avons des prestataires donc territoriaux, locaux qui seront présents, mais nous avons des prestataires aussi nationaux qui seront sur le territoire guadeloupéen et qui vont justement venir proposer leurs solutions pour faire face à toutes ces problématiques de sécurité, mais aussi à ces problématiques de souveraineté au niveau des outils informatiques. Alors, c'est une question, mais ce n'est pas lié vraiment à ce que vous faites demain, mais d'une manière générale, on peut dire que le digital offre de nouveaux métiers aussi. Alors, justement, vous faites bien de dire ça, parce que tout à l'heure, j'ai parlé du monde du numérique. Oui. Aujourd'hui, vous avez des DSI, mais vous avez des nouveaux métiers qui ont vu le jour dans le monde du numérique. Vous avez les RSSI, les responsables de sécurité des systèmes d'information. Vous avez des ingénieurs analystes aujourd'hui, des gens qui sont là pour analyser la donnée et le circuit de la donnée au niveau de l'organisme dans lequel on l'utilise. Vous avez les DPO pour toute la question de gestion du RGPD, des données dans les structures. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes d'informatique, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui se sont créés. Alors, c'est dans un certain sens une bonne chose, puisque ça fait que ça permet d'étouffer peut-être le niveau d'emploi. Mais il faut savoir que malgré tout cela, on n'a pas encore la réaction dans nos collectivités et dans nos structures privées, voilà, pour pouvoir embaucher tout ce monde. C'est pas toutes les collectivités aujourd'hui qui peuvent avoir un DSI ou avoir un RSSI au sein de leur structure, voire même un DPO, alors que ce sont des choses limite pratiquement très importantes. Vous avez aujourd'hui les directeurs de la transition numérique ou de l'aménagement numérique, aussi des gens qui sont là pour penser aux stratégies de développement du numérique dans une structure, dans une collectivité. Donc vous voyez, oui, vous avez totalement raison. Les métiers de l'informatique aujourd'hui se sont vraiment développés dans ce domaine. Ben écoutez, Thierry Jean-Charles, merci d'être venu. J'espère que les gens viendront demain à cette réunion qui est importante et qui ne sera peut-être pas la dernière. Alors je rappelle que depuis le début, on a reçu Madame Véronique Gob pour la caravane des droits qui se fait à Gourbert. Décidément, tout se fait dans le sud de demain, puisque après, je parle de la journée des communes qui se fait à Trois-Rivières. C'est pas moi qui l'ai décidé, mais enfin, quand même, il y a une bonne langue, pas loin, ça fait à Bimao. Et donc, la réunion Tech en nous se fait à Creole Beach demain, au Gousier. Donc, quand même, tout se fait pas dans le sud. Tout se fait pas. Et Linda, elle reçoit dans son cabinet qui est au Gousier. Ah, voilà, la médiation. Voilà. Mais en tout cas, on va aussi rappeler les titres rapidement, Linda. Tu as changé de nom. Voilà. Linda. Et Linda va changer, on le rappelle. Merci beaucoup. Alors, on a parlé du soutien de la Coreca à la Jamaïque et Cuba et Haïti qui s'organisent avec les différents axes de priorisation, on va dire, des aides qu'ils ont pu mettre en place à la salle Georges Tarrer. Donc ça, c'était la semaine dernière. On a parlé de tradition avec la Toussaint, le cimetière, à la fois dans les différentes communes, mais aussi dans la culture indienne, l'hommage qui a été rendu aux défunts. Et on a parlé du vernissage Phototrace, donc festival qui aura lieu jusqu'au 29 novembre avec différents lieux Et on a parlé de la méditation. Méditation, forcément. Avec Linda, on a parlé de King de Mai. Bien, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous demain à 12h30 dans le ZCL. Merci d'être avec nous en Guadeloupe, en Martinique et en France. Les gens qui nous regardent un peu partout, jusqu'en Afrique. Et on se retrouve comme d'habitude. Demain? Oui, au revoir. Ok, à demain. Au revoir. Merci à vous. Au revoir, Merci Thierry. beaucoup. À demain. Merci.